Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Savoir politique, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'émission dont le thème s'intitule « Rassemblement politique au Bénin, leçon apprise ». Parler de rassemblement politique fait tout de suite penser à ces réunions ou associations populaires autour des questions politiques dans la cité. Si le vouloir vivre ensemble renvoie à une organisation, un ordre aussi bien social que politique, les rassemblements politiques peuvent être considérés comme des occasions pour des aspirants à la direction de cette organisation de fédérer les citoyens autour de leurs idéaux, de leurs projets. Très souvent, le résultat escompté est que ces citoyens rassemblés nourris de discours politiques deviennent, sous l'effet de la persuasion, des partisans ou des militants qui défendent les mêmes idéaux et conduisent à terme le projet de conquête et d'exercice de pouvoir, ou encore d'influencer l'ordre politique existant. Ces rassemblements politiques, qui s'observent le plus souvent en période électorale, dans notre contexte, suscitent plusieurs interrogations que nous passerons au peigne fin en ces 52 minutes avec nos invités. Alors, à quoi renvoie concrètement l'expression rassemblement politique? Quels sont les déterminants du succès des rassemblements politiques au Bénin? Quels sont les moyens mis en œuvre par les acteurs? En quoi influence-t-il la légitimité des élus? Autant de questions qui justifient la présence ici, dans notre studio, de M. Oswald Akbali. Il est auditeur en master recherche sciences politiques fondamentales et membre fondateur du Bloc républicain. Et en face de lui, Parfait Gourou, membre de l'Union progressiste et également auditeur en master recherche de sciences politiques fondamentales. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. D'accord. Alors, à la technique pour l'émission, nous avons Stéphane Makobi et avec moi, Fontaine Noutaï. Bonsoir. Bonsoir Alain, amis auditeurs, bonsoir, chers invités, bonsoir. 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 Alors, démocratiser le savoir pour une bonne culture démocratique, tel est le but ultime de cette émission, initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO, de l'Université d'Abomey-Calavi, et produite en partenariat avec votre radio, Océan FM. Savoir politique est donc une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Dans cette émission, nous aurons la chronique sur le thème du jour à 18h30. Elle nous est proposée par Augustin Laourou de l'équipe du CESPO Média. Alors, pour commencer cette émission, alors Oswald Akbali, dites-nous un peu, quand on parle de rassemblement politique, à quoi cela renvoie? Merci, monsieur le journaliste. Le rassemblement politique, c'est d'abord une mobilisation, un regroupement d'acteurs politiques, d'acteurs publics, aussi de personnalités diverses, ayant les mêmes valeurs politiques, les mêmes visions politiques, et ayant souvent des objectifs variés. Il peut s'agir aussi de rassemblements organisés par des personnalités politiques à l'endroit d'autres acteurs qui ne soient pas forcément politiques, des acteurs de la société civile, des personnes n'ayant aucun engagement politique, à qui les personnalités politiques veulent donner un ancrage d'adhésion à leur valeur politique. Donc là, il s'agit pour les politiciens d'organiser des rassemblements de type à faire adhérer des personnes indécises à leur cause politique. Alors, Monsieur Parfait Gourou, qu'est-ce que vous avez à compléter à cet éclairage de l'expression rassemblement politique? Bon, j'aurais juste à compléter que l'idée d'abord du rassemblement politique devait être d'abord l'éducation. C'est d'abord l'éducation. Et souvent, ça peut être aussi une forme de démonstration de force. Ça dépend de l'objectif que les organisateurs en question ont voulu développer. Voilà. Donc, c'est d'abord et avant tout informer, ensuite éduquer, mais ça peut être aussi une forme de démonstration de force. C'est ce que je voudrais ajouter. Alors, en dehors de la conquête du pouvoir, qu'est-ce qui peut motiver les rassemblements politiques? Bon, en dehors de la conquête du pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord l'éducation. C'est d'abord l'éducation. Ensuite, il faut dire que dans le passé, quand on parle de rassemblement politique, d'abord,
il y a souvent quelqu'un qui a la rhétorique, quelqu'un qui maîtrise bien le verbe, quelqu'un qui sait parler à la foule et qui a comme objectif convaincre cette foule-là. Mais les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui et ce n'est plus forcément... Parce qu'en ce moment, il fallait crier pour que les gens entendent. Quand tu as une voix assez importante, assez pesante, tu arrives à ces moments-là à t'imposer facilement. Mais aujourd'hui, il y a les micros, il y a les médias, il y a beaucoup de choses qui sont venues changer, n'est-ce pas, ces donnes-là. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'éducation d'abord, ensuite convaincre les gens à adhérer, n'est-ce pas, à des projets politiques, ou carrément montrer à ceux qui sont en face, quand c'est des adversaires politiques par exemple, la force qu'on a sur le terrain. Voilà. Alors, M. Rodado Akwali, on peut aussi comprendre que le terme rassemblement politique, ça renvoie un peu à la participation politique. Et en cela, Philippe Brault dit que la participation politique, ça englobe toutes les formes d'intéressement et d'investissement des citoyens aux jeux politiques, de la manifestation de rue à l'expression des citoyens aux jeux politiques à travers le vote. Donc, on comprend très bien que à travers les rassemblements politiques, ça permet de confirmer ou de remettre en cause la légitimité de l'action politique à travers, à divers moments, organisés ou non, de la vie politique. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, avec Philippe Brault, c'est une définition sommaire. On prendra le cas spécifique de la catégorisation des rassemblements. Nous avons deux catégories de rassemblements. Nous avons les rassemblements en période normale qui font partie de l'exercice de la vie des institutions politiques. Au-delà de ça, nous avons les rassemblements en période électorale. Donc, au niveau des rassemblements en période normale, c'est souvent des rassemblements de type statutaire. Vous voyez, un parti politique a des statuts, a des organisations au sein même, décentralisées, déconcentrées. Ces organisations ont de façon périodique des rassemblements à faire. Des rassemblements. Ça, c'est sur le plan de l'organisation interne. Voilà. Davantage. Donc, on parle de rassemblements de type statutaire, organisationnel ou institutionnel. Ça, c'est des rassemblements qui sont imposés aux associations ou organisations politiques par leur statut. Leur propre statut. Après, nous avons des rassemblements de type informationnel, des rassemblements de militants où le parti veut donner une information à tous les militants. Ça veut dire que à partir de ce moment, le présidium de ce parti ou les premiers responsables de ce parti peuvent organiser un rassemblement militant pour donner l'information. Après cela, nous avons un troisième type de rassemblement qu'on appelle les meetings, les meetings de foule, les rassemblements de foule, où ce n'est pas la seule structure organisationnelle du parti, mais elle peut faire office d'organisateur ou s'associer avec d'autres organisations, d'autres partis politiques pour défendre la même cause. Donc, on rallie les autres partis qui viennent pour défendre la même cause. Et ces rassemblements sont des rassemblements de foule où le parti ne peut même pas se prévaloir de dire que ce sont ses militants. Ce sont des gens qui n'ont même des fois pas de connotation politique, mais qui marchent parce qu'ils adhèrent à la cause que défend le parti. Alors, vous venez de faire une typologie des rassemblements politiques. Dans le contexte béninois, lequel de ces rassemblements domine? Oui, je n'avais pas fini tantôt. Il y a une première catégorie des rassemblements en période normale. Il y a les rassemblements en période électorale. Parmi les rassemblements en période électorale, nous avons deux types. Nous avons les rassemblements discrets où on parle des réunions politiques discrètes. Dans ces genres de rassemblements, c'est effectivement, comme on le dit, c'est en période électorale. C'est pendant une période de campagne électorale qu'il faut faire des réunions. Et ces types de réunions sont discrets par le fait des acteurs ou des personnes qu'on rassemble. Je veux citer, vous savez, on a des notables, des religieux, des sages. Et tout ça, c'est quoi la fonction? Ça permet de faire quoi quand on fait... Non, vous savez, il y a de ces gens qui, de façon publique,
ont le droit à la neutralité politique. Mais ce sont des gens qui sont responsables de conflits, qui influencent la décision, la décision de vote. Parce que quand on parle de rassemblement et politique en période électorale, c'est un seul objectif, c'est ratisser l'âge, c'est aller à la conquête de l'électorat. Donc, ces genres de rencontres sont des rencontres discrètes et c'est pourquoi on ne communique pas beaucoup dessus. Le deuxième type de rassemblement en période électorale, c'est les meetings, les réunions de proximité qui sont aussi régies par des tests. Et on va en revenir là. En période électorale que ça se fait. Ok, alors Monsieur Parfait, par rapport à cette catégorisation, mais ce que Fontaine tentait de dire tout à l'heure, on se rend bien compte que au Bénin, c'est très souvent en période électorale que on voit un peu les organisations politiques qui se réveillent de leur sommeil et qui commencent à être visibles. Non, bon, c'est vrai que c'est parce que pendant la période électorale, il y a de la médiatisation. Sinon, il y a souvent des rassemblements discrets, comme il a dit tout à l'heure. Ce n'est pas que les gens ne travaillent pas du tout, les gens travaillent. Nous ne l'avons pas dit, hein. Oui, voilà. Mais nous, on est observateurs. Non, juste parce que... On vous dit ce qu'on voit sur le terrain. Justement parce que en ce moment-là, il n'y a pas de médias autour. Donc, il y a la période où il n'y a pas de médias autour. Par exemple, actuellement, moi, je fais des rassemblements, mais personne n'en parle. Mais en période électorale, par contre, on est obligé de montrer ses muscles. Donc c'est pourquoi souvent on a l'impression que quand il n'y a pas les élections, il n'y a pas de rassemblement politique. Mais ailleurs où les gens ont une bonne culture politique, il y a des écoles d'été qui s'organisent régulièrement. On n'attend pas la veille des élections pour sortir, pour rassembler les militants et autres. Monsieur Oswald. Oui. L'idéal n'est pas d'aller seulement au niveau des rassemblements en période électorale. Pour un parti politique, il faudrait, c'est même une insulte à la population d'aller seulement à la rencontre de celle-ci seulement en période électorale. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on qualifie souvent de clubs électoraux. Et ces clubs, souvent, quand ils vont à des élections et qu'ils ne réussissent pas, ils disparaissent. Donc, pour la première fonction d'un parti politique, c'est l'animation de la vie politique. Et l'animation de la vie politique passe par ces genres de rassemblements. C'est pour cela que dans la typologie, je vous ai dit que la première catégorie est la catégorie des rassemblements en période normale. Donc, sur un sujet, quand un parti politique veut porter son soutien à une cause donnée, veut donner son soutien à un gouvernement en place, veut apprécier la mesure ou même dénoncer une mesure donnée, doit, quelle que soit la période, sortir et faire, et même il en arrive qu'il faut jauger sa capacité de mobilisation, même en période normale. Donc, ce qui est normal est que les partis politiques puissent animer la vie politique, et la vie politique ne s'anime pas seulement en période électorale. C'est vrai qu'au Bénin, il en arrive qu'on trouve, comme je vous l'ai dit tantôt, des clubs électoraux. C'est ce qui est courant, c'est ce qu'on a connu dans un passé. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, avec les réformes qui sont en cours, heureusement pour notre pays, on n'en arrive plus à voir que des clubs électoraux existent. Non, il est encore très tôt d'évaluer ce processus-là. Nous ne sommes qu'au début. Alors, Monsieur Parfait, à quoi peut-on mesurer la réussite ou l'échec d'un rassemblement politique? Quand est-ce qu'on peut dire que, visiblement, donc une organisation politique, elle a vraiment réussi à rassembler, à ratisser l'âge, comme on le dit souvent? Non, le premier élément, c'est la mobilisation. Le premier élément, l'élément le plus important d'ailleurs, c'est la mobilisation. C'est ça qu'on vise d'abord, c'est ça qui permet de voir la force du parti sur le terrain, la capacité des organisateurs à mobiliser la foule. Maintenant, le problème à ce niveau, c'est que aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup plus à aller vers des rassemblements de proximité. Parce que lorsque vous réunissez des gens, vous réunissez 2000 personnes, 3000 personnes, ça ne vous garantit pas le succès. Non seulement ça ne vous garantit pas aux le succès, élections, mais souvent, lorsque les gens quittent déjà le rassemblement, ils oublient ce que vous avez dit. Ouais. Et ils sont prêts à aller à un autre rassemblement. Donc, c'est pourquoi je dis que l'objectif premier... C'est ce qu'on constate très souvent. Voilà, c'est ça. Je dis que l'objectif premier, souvent, des rassemblements ici, politiques surtout, c'est d'abord la démonstration de force. Il faut montrer ses muscles. C'est d'abord ça. Mais il faut occuper le terrain. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont venir sont vos partisans forcément, non. Mais il faut aussi conquérir d'autres personnes. Il faut conquérir d'autres personnes. Il faut faire du recrutement. Voilà. Ce qui fait que souvent, chez nous ici, vous allez voir, on fait un rassemblement à Calavi, on quitte Calavi, on va faire un autre rassemblement
à Glo, on quitte Glo, on va faire un autre à Sékou, etc. Mais l'objectif n'est pas que forcément que tous ceux qui sont venus là en même temps vont adhérer, non. Mais c'est d'occuper le terrain d'abord. Vous voyez, donc c'est dans cette occupation du terrain aussi que l'effet bouche à oreille fait son effet et le parti prend de l'ancrage. Okay. Alors, lorsqu'on parle de démonstration de force, cela appelle à la mise en œuvre des moyens, puisqu'on est en train de poursuivre un but. J'ai envie de vous demander quels sont les facteurs qui peuvent déterminer la réussite ou non d'un rassemblement politique. Dans le cas particulier du Bénin, le premier facteur, c'est les hommes. Il faut avoir avec soi d'abord les leaders d'opinion. Parce que c'est eux qui vont faire le travail sur le terrain pour vous. Parce que vous ne pouvez pas être seul si vous êtes dans un parti. Vous voulez par exemple, je vais prendre mon cas par exemple. Alors, quand moi j'ai voulu faire un mouvement dernièrement, je me suis d'abord basé, n'est-ce pas, sur les leaders d'opinion que je connais. D'abord, il faut définir sa cible. C'est la première chose. Il faut définir sa cible. Et moi, ma cible était, par exemple, des conducteurs. Vous voyez, ce qu'on appelle souvent, les conducteurs ce qu'on appelle souvent les chauffeurs. Vous voyez. D'accord. Et moi, j'ai pris le temps de travailler avec eux pendant près de 8 mois. J'ai travaillé avec toutes les organisations fertières des conducteurs. Parce que moi, j'ai cette chance-là où mon père, il était conducteur. Alors, j'ai des amis. Donc, vous connaissez bien ce monde. Bien ce monde-là. Donc, je suis rentré dans ce monde et j'ai pu avoir, en fait, l'adhésion des syndicats de ce monde-là et avec qui j'avais fait beaucoup de réunions discrètes avant que je ne fasse ma sortie. Donc, avant ma sortie, il y avait cette ambiance fraternelle. Je vais le dire en fond d'ailleurs, il dit souvent tonton chauffeur. Donc ça veut dire que l'adhésion était même déjà faite avant même la rencontre. Maintenant, au cours de la rencontre, ce n'est pas seulement eux qui étaient là. Il faut faire appel, n'est-ce pas, aux têtes couronnées et autres. Et à ce niveau, tu as besoin forcément d'avoir les leaders de ta zone d'intervention, là où tu veux faire ce rassemblement politique-là. Et au-delà de ça, on pense souvent à la jeunesse, on pense souvent aux femmes. Et pour ça, toujours, il faut aller en profondeur, aller dans les hameaux, rencontrer les dames qui ont un certain pouvoir, n'est-ce pas, parce qu'il y a aujourd'hui, au Bénin, dans le Bénin Cotonou comme dans le Bénin profond, il y a souvent des organisations de femmes, de jeunes, et il y a des leaders qui parrainent ces organisations. Il faut tout faire pour avoir ces gens avec soi. Et quand tu as ces gens avec soi, normalement, si tu fais ton rassemblement, normalement, la mobilisation doit être au top, quoi. Oui, mais en parlant de facteurs, vous avez abordé uniquement les hommes. Les hommes, c'est une force. Non, je n'ai pas fini. D'accord, allons-y. Qui dit rassemblement politique dit aussi moyens financiers, moyens matériels, moyens logistiques et les médias. Donc, c'est toute une organisation. Et maintenant, je vais séquencer ça en 3 parties. Je vais dire, premièrement, les actions qu'il faut prévoir avant le rassemblement politique. Donc, c'est une organisation avec des étapes précis. Maintenant, il y a le rassemblement proprement dit et la manière dont il faut médiatiser ce rassemblement après l'avoir fait. Donc, maintenant, pendant le rassemblement, il ne faut pas oublier le discours que tu vas tenir. Ceux qui organisent doivent tenir. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant il y avait des gens qui ont la rhétorique, qui avaient les paroles faciles. Mais il y en a encore. Tout le monde n'a pas, bien sûr. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément cette force. Maintenant, à défaut d'avoir cette force, il faut travailler un bon discours, un discours qui ne va pas ennuyer, un discours qui rassemble, un discours dans lequel les gens qui sont invités dans ton rassemblement se retrouvent. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Donc après l'organisation du déroulement du rassemblement, il faut veiller à ce que ceci soit médiatisé. Et au niveau de la médiatisation aussi, il faut faire l'erreur de confier ta médiation à n'importe qui. Il faut prendre des professionnels, des gens qui connaissent le métier, pour que l'objectif que toi tu t'es fixé ne soit pas, comment on appelle ça, le message que tu veux passer ne soit pas mal compris. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, il faut prendre des gens à côté de toi, des gens qui s'y connaissent, et c'est eux qui t'aident à savoir, parce que si tu ne prends pas comment on appelle ça, si vous ne donnez pas ces garde-fous, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Et vous n'allez même pas atteindre l'objectif que vous visez. Parce que, quand nous prenons par exemple les radios au Bénin, ou nous prenons les journaux au Bénin, ceux qui sont dans ce mouvement doivent savoir, par exemple, les radios qui ont de grands audimates, les journaux qui sont très lus, qui ont un électorat assez important, et c'est à eux de te dire ce qu'il faut faire dans ce sens. Comme ça, tu pourras investir peu, mais tu seras efficace. Parce que c'est
Au-delà du rassemblement, c'est l'après-rassemblement qui est important. Voilà. D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, il a dit il faut se préparer. Il faut se préparer pour réussir le rassemblement. Et au cours du déroulement, il faut absolument travailler aussi le discours pour pouvoir donc accrocher son auditoire. Après ça, il dit que absolument il y a un après-rassemblement. Donc là, cela renvoie à la visibilité, donc aux médias de grande audience qu'il faut avoir pour que le message puisse être d'abord rendu fidèlement et puis être. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui, moi je dirais que comme Monsieur Parfait l'a dit, c'est deux facteurs. Il y a le premier facteur qui est la structure organisationnelle qui se charge, c'est les gens qui sont déjà convaincus de ce que vous voulez faire et vous leur donnez une mission, c'est la mobilisation, c'est la logistique et la cible donnée, tout ça. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas venir devant des gens et ne pas préparer un discours qui puisse plaire à ces gens. Vous ne pouvez pas aller devant des agriculteurs et poser un discours de demain, si je suis élu, je vous achète des cravates. Ça ne passera pas, vous comprenez? Donc, il y a, au-delà de l'organisation maintenant, le contenu, le discours que le parti politique ou les candidats présents ou la personnalité, selon la période, veut passer. Ce discours doit être, comme mon parfait l'a dit, précis, concis, pas ennuyant. Parce que quand vous faites des discours trop longs, ça fatigue les gens, ils veulent aller à l'essentiel. Alors donc, on l'a compris. Mais on dit très souvent que, effectivement, les rassemblements, ça permet aussi, ça ne se limite pas seulement aux militants, ça permet aussi donc de conquérir d'autres électeurs et autres. Est-ce que, dans la pratique, de façon concrète, est-ce que véritablement, vous avez le sentiment que lorsqu'on a de ces rassemblements, ça permet d'élargir donc le cercle des militants très souvent? Monsieur Parfait. Oui, je crois que oui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'important est le discours. Le discours est très très important. Parce que c'est ça qui peut être l'élément accrocheur. Il y a des gens qui viennent juste pour voir. Ouais, pour vous écouter. Pour vous écouter. Et lorsqu'ils découvrent en vous un leader, facilement ils s'accrochent à vous. Et vous finissez un meeting et puis des gens que vous ne connaissez pas, ils font même pas partie de la cible que vous avez visée au départ, viennent vers vous. Volontairement, demande à vous rencontrer, demande à prendre vos contacts, etc. C'est parce qu'entre-temps, le discours est passé. Si le discours passe, c'est qu'il n'y a pas de raison que ceux qui sont venus en spectateurs, n'est-ce pas, que vous ne puissiez pas piocher parmi eux des militants demain. Mais on peut dire qu'il y en a aussi qui achètent vos idéaux moyennant quelque chose ou qui attendent une contrepartie forcément lors de ces rassemblements pour suivre vos idéaux. Ou bien on ne peut pas le dire. Dans le contexte béninois. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est tous ceux qui se déplacent, qui viennent à une telle... Viennent seulement pour écouter votre discours et partir. Vos yeux. Il faut dire que depuis 90, l'argent est rentré un peu dans l'histoire. Et ça fait beaucoup de mal, selon moi, parce que ça ne devait pas être ça. Parce que le sujet qui est en question, on dit la politique, c'est la gestion de la cité. Donc ça concerne tout le monde. Normalement, on ne doit pas venir par rapport à un événement comme ça, venir parce qu'on a donné de l'argent. Parce que ça concerne ta vie. J'entends souvent dire, moi la politique je m'en fous, la politique je suis apolitique. Non, tu ne peux pas être apolitique. Le fait de dire je suis apolitique, c'est que tu fais de la politique déjà. Si tu ne fais pas de la politique, tu vas subir. Donc c'est bien, normalement les gens devaient même adhérer volontairement et venir spontanément. Mais l'argent a gâté beaucoup de choses. C'est pourquoi moi, personnellement, par rapport à la petite expérience que j'ai eu à vivre, je me suis battu pour que les gens puissent d'abord épouser mes idées. Les gens puissent d'abord me reconnaître comme leader, et m'identifier comme leader. Et quand vous allez aujourd'hui au niveau de cette cible que moi j'ai choisi personnellement, les chauffeurs, vous donnez mon nom, en tout cas. Faites votre petite enquête. Vous n'avez plus donc à vous présenter à me présenter aux chauffeurs. Voilà. D'accord. On va revenir sur ces différents aspects. Mais en attendant, on va faire un tour dans l'histoire de notre pays pour parler des rassemblements politiques par le passé. Évidemment, on peut structurer cette vie politique béninoise en trois grandes étapes, à savoir donc la période des indépendances, la période révolutionnaire et puis la période du renouveau démocratique. Alors, peut-on dire que ces différents déterminants dont on en parlait tout à l'heure ont varié d'une époque à une autre? Est-ce que véritablement vous sentez qu'on a
on a évolué par rapport à ces déterminants-là. Parce qu'aujourd'hui, tantôt, Parfait disait qu'aujourd'hui, l'argent, malheureusement, depuis 90, est rentré en politique et on ne s'en sort pas encore. Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que les déterminants, au départ, c'est la bonne organisation, c'est le discours. C'est l'engagement politique. Mais dans notre culture ou dans notre sociologie politique béninoise, nous avons remarqué que si on doit commencer par les indépendances que vous avez citées, vous allez comprendre que pendant cette période des indépendances, il y avait des rassemblements, des regroupements, mais le système était fait de manière à ce qu'on en était arrivé à des partis régionalistes. Ouais. Et fondés sur l'ethnie, fondés sur la région. Donc, ce qui ne permettait même pas à d'autres régions de la même patrie de se reconnaître être vraiment de la nation. Ce système n'a pas évolué et on a connu la révolution. Au temps de la révolution, vous voyez, le parti était unique, mais sur le plan national, tous les enfants du Bénin étaient représentés dans le parti unique. Ouais, notamment à l'Assemblée nationale révolutionnaire, voilà. Il y avait toutes les composantes, voilà. Les groupes socio-économiques et tout. On a voulu en 90 essayer la démocratie. La démocratie et c'est... Non, on n'a pas essayé, on a essayé. Oui, on a tenté. On est rentré dans la période démocratique. Et on y est encore. Pendant qu'on rentrait dans cette période démocratique, il y a eu la floraison des partis politiques. On a parlé de multipartisme intégral. Ouais, c'est la Constitution qui le dit. Ce qui a fait la floraison de tellement de partis que l'essence même de la naissance, de la création d'un parti politique, qui est l'idéologie, n'était plus valorisée. Les gens se créaient juste de partis parce qu'ils ont de l'amitié avec tel ou tel support financier et ils ont habitué nos populations à faire la politique ou à venir à des rassemblements juste pour le côté pécuniaire. Donc, ce qui a poussé juste là, on est venu jusqu'au bout, heureusement pour nous que depuis, disons, 2018, avec le système partisan, le nouveau, la charte des partis politiques, le nouveau code électoral, nous voyons un changement. Parce que moi, avec l'expérience que j'ai eu à faire des élections législatives passées, je peux vous dire qu'il y a un début de changement. Okay. Alors, mais écoutez, il parle de début de changement. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous attendons pour évaluer parce qu'on est encore qu'au début du processus. Mais un peu partout dans le monde, les études ont montré que l'engagement politique s'est affaibli. Monsieur Parfait. Oui, ce n'est pas seulement au Bénin que l'on observe ça. Je voudrais revenir un peu sur la catégorisation que vous avez fait tout à l'heure par rapport au Bénin, les trois grandes périodes. Pour dire que dans les années 60, il ne faut pas oublier que le Bénin était un pays colonisé et qu'à un moment donné, on a eu l'indépendance. Juste avant l'indépendance, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de rassemblements. Parce que les gens voulaient aller vers cette indépendance-là, justement. Et ces mouvements-là étaient au départ organisés par des professionnels, c'est-à-dire des syndicats. Des syndicats, surtout animés par des jeunes intellectuels, les étudiants, les douaniers comme les Amous et autres, Bruno et autres, ont mis en place beaucoup de mouvements d'étudiants et autres. Alors, en ce moment, les gens y allaient parce qu'ils avaient quelque chose à défendre. Les gens y allaient pas parce qu'on leur donne de l'argent, mais l'objectif premier était de lutter, n'est-ce pas, pour avoir une certaine liberté, pour lutter pour avoir une certaine santé, parce que le blanc étant parti, alors lutter pour avoir son pain quotidien. Alors, donc les gens y allaient parce qu'il y avait de la passion pour la chose. Il y avait de la passion pour la chose. Mais au temps de la révolution, par contre, vous êtes tenu d'y aller. Si votre femme n'y va pas, on vous enferme. Parce qu'il y avait une forme de décentralisation des mouvements. Et dans chaque quartier, il y avait ce qu'on appelait les OGAB, l'organisation des jeunes, machin. Et, il y avait aussi l'organisation pour les femmes. Donc, on connaît les femmes qui sont dans la zone, on connaît les jeunes qui sont dans la zone. Quand il y a un mouvement quelque part où le chef du district, par exemple, doit se déplacer, moi, je me rappelle du temps d'Elisabeth Ballet, Madame Ballet, à Cotonou. On appelait ça Duxis. Alors, quand cette dame-là devait se déplacer, par exemple, pour venir dans une école, tu ne peux pas rester chez toi.
Parce que si tu restes chez toi, on va te signaler. Donc, il y avait des raisonnements politiques à ce niveau, mais c'était obligatoire. Alors, on a quitté ce mouvement et on est rentré dans la démocratie. Dans la démocratie depuis 90. En 90. Ouais. Et je crois que c'est là où on a raté un peu le coach. On n'a pas commencé d'abord par parler d'éducation et de formation. La politique était devenue une affaire de moyens. Quand tu as beaucoup de moyens, on va t'écouter. Quand tu n'en as pas, je me rappelle de cette fameuse phrase-là où, il paraît, je n'ai pas vécu ça, où le président Rumbidi était parti quelque part, mais il aurait fait des gestes aux populations. Et quand le professeur Teva est revenu dans le même cadre pour parler aux gens, tellement il parlait français que les gens lui ont dit, frère, d'arrêter quoi. Que son frère a pris par ici tout à l'heure. Politique tout lent, parce qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de ce qu'on voulait. On l'a dit, frère, politique tout lent. Donc c'est une manière de dire que l'argent accélère la politique. L'argent accélère la politique à un moment donné. Donc ce qui fait que c'était une compétition. C'est devenu depuis 90 une compétition. Lorsque vous voulez mobiliser les gens, on va voir celui qui mise beaucoup plus. Parce que effectivement, c'est des clubs électoraux. Ce n'est plus des partis. Okay. Voilà. À l'exception quand même du Parti communiste béninois, où qui on sent véritablement qu'au sein de ce parti, nous avons des militants, effectivement, qui sont fidèles encore à l'idéologie et qui n'attendent pas forcément d'avoir donc une récompense pécuniaire avant de. Mais oui, vous allez constater quand même qu'au niveau de ce parti, c'est un parti où vous allez voir que la grande majorité des gens qui composent ce parti-là, c'est des gens d'une certaine génération. Moulé. Ah non, mais il y a aussi des jeunes. Oui, je vais en venir là. Moulé dans un certain format. Et c'est eux qui forment certains jeunes aujourd'hui. Mais quand vous faites attention, vous allez voir que ce parti, quand il va aux élections, il ne gagne jamais rien. Parce qu'ils n'arrivent pas à drainer le monde. Ils arrivent à coopter quelques jeunes mais ils ont cette force-là de parler beaucoup, d'influencer par le et de faire l'éducation politique. Mais au-delà de ça, ils n'arrivent pas à conquérir le grand nombre. On l'a compris. Voilà. Alors, je voudrais, si tu permets, Alain, demander à M. Akpali, est-ce que vous pensez que c'est la disparition des passions qui a fait intervenir l'argent dans le jeu politique, ou alors c'est l'argent qui est entré dans le jeu politique et les passions ont disparu? En parlant de passion, nous dirons que c'est d'abord l'idéologie. Vous savez, un parti politique se crée sur une idéologie. À l'orée de la démocratie, nous avons eu, on a dit, chacun peut créer un parti politique, sans limite. À partir de cet instant, votre frère crée son parti, vous n'êtes pas d'accord parce qu'il a une idéologie, vous levez, vous créez votre parti, sans vraiment avoir le sens vrai de l'idéologie. Et comme c'était ouvert à tout le monde, le plus fort sortait, les moyens étaient là pour, on dit, la loi du plus fort est la meilleure. Nous avons quand même le Parti social-démocrate. On sait très bien que derrière, on connaît la social-démocratie qui est une idéologie. Oui, mais je parle des partis qui ont pu résister. Ce sont des partis qui, à la base, ont des moyens, et sur la base de ces moyens ont vraiment émergé, ont pu tirer leur épingle du jeu, et la population a été éduquée ainsi. Alors on l'a compris, nous allons faire un tour au niveau de la régie donc pour écouter la chronique qui est signée par Augustin Lauro, donc de l'équipe CESO Média, et on revient pour continuer les échanges. Savoir politique, savoir politique. Savoir politique, savoir politique. Savoir politique, savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Avez-vous déjà appris l'histoire de l'homme à qui l'on a demandé de casser des brindilles de balai une à une? Si l'on vous le demandait, vous le feriez sans aucune difficulté. Cela est évident. Mais l'histoire raconte qu'après que cet homme ait pu casser les brindilles isolées sans difficulté majeure, arriva un moment où la même épreuve lui a été soumise. Cette fois-ci, il devra mettre toutes les brindilles ensemble et les casser. Cela n'a pas été facile, ou du moins, il lui a été impossible de réaliser cette prouesse. La leçon tirée de cette histoire
est que l'union fait la force. En politique, les périodes électorales au Bénin nous offrent des scènes similaires. Le pays comptait moins d'une dizaine de partis politiques en 1990. Mais dans un passé récent, c'est-à-dire dans l'intervalle de 25 ans, le Bénin a dénombré plus de 200 partis. Ce qui veut dire qu'à chaque temps politique, se créent de nouveaux partis politiques. Dans le lot, certains ont su imposer leur suprématie avec des partisans déterminés à porter haut le flambeau de leur joyau. D'autres, par contre, qui semblent naître à tout bout de champ et au gré de l'actualité politique, sont très fragilisés, sans militants, et sont presque de base politique. Les deux cas peuvent être observés aussi bien dans l'opposition que dans la mouvance. Pour faire face aux défis électoraux et conquérir le pouvoir, les partis ayant un taux de partisans assez faible s'engagent dans des dynamiques de rassemblement. Au départ, tout semble beau, comme dans un récit littéraire où la situation initiale nous offre de beaux présages. L'on se plie donc aux arrangements folkloriques des partis qui décident de vivre leur union et scellent ainsi les liens. Mais très tôt, les rassemblements politiques contractés se heurtent à de grosses pierres qui jonchent le chemin de la conquête du pouvoir politique. Primo, il peut s'agir du caractère régionaliste ou ethnique du rassemblement. En effet, une coalition de partis issus spécifiquement d'une région du pays pourrait ne pas faire long feu, même si elle est constituée de grandes formations politiques. Secondo, les intérêts économiques, voire intérêts clientélistes des uns et des autres, fragilisent les rassemblements politiques. Des exemples sont légion ici au Bénin, et le climat politique s'y prêtait bien, et ou du moins s'y prête encore. Cela paraît comme une coutume à laquelle certains hommes politiques béninois ne peuvent se dérober. Enfin, il y a les différentes machinations qui peuvent aussi entraver le respect des accords signés dans le cadre des coalitions. Au final, il faut retenir qu'un rassemblement politique n'est fait que pour gagner une élection. Lorsqu'il échoue, cela reste une leçon politique. Le plus important, c'est de s'en inspirer pour mieux organiser la vie politique future. Alors, c'était à l'instant la chronique signée par Augustin Laroux de l'équipe du CESPO Média. C'est bien ça, Alain? Oui, c'est bien ça. Alors, donc, un mot sur cette chronique-là. Je retiens tout simplement que, par exemple, il dit, Augustin Laroux, qu'un rassemblement politique n'est fait que pour gagner une élection. Vous partagez cet avis? Oui. L'objectif d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Donc, vous voyez que même si cet objectif dans l'immédiat n'est pas l'objectif qui est présent, cet objectif revient toujours parce que c'est le principal. D'accord. Si vous ne gagnez pas, si vous n'allez pas à la conquête du pouvoir et le gagner, vous n'avez pas vraiment à être un parti politique. Dans la chronique de votre collègue, je trouve qu'il a expliqué quelque chose de très profond que je veux caricaturer par le fait des alliances. Il a dit qu'il existe des gens pas clientéliques qui se regroupent et vont aux élections et que quelque temps après, le divorce vient automatiquement. C'est comme si vous étiez à une gare, le bus passe, vous entrez dans le bus et arrivez à votre destination. Chacun descend et le bus continue. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, il ne s'agira plus d'un bus qui part. Il s'agit d'un port et d'un navire et vous êtes sur le quai et à partir de l'instant où vous rentrez dans le navire et qu'il démarre pour être dans la mer, vous ne pouvez plus descendre parce que quand vous descendez, vous noyez. Vous comprenez? Donc c'est en cela qu'on peut dire l'importance de la réforme du système partisan aujourd'hui. Il ne s'agira plus pour
des clubs électoraux de se rassembler, aller à une élection et au lendemain des élections de s'éclater et refaire encore d'autres alliances de façon circonstancielle. Mais on constate quand même que ceux qui ont constitué ces différents, notamment ces deux blocs, ce sont des gens qui proviennent de Je n'ai pas encore parlé de blocs. De mouvements, de mouvements et de partis politiques divers. Alors, Monsieur Parfait, est-ce que vous partagez le même avis? Je partage le même avis et puis je trouve ça désolant. Je vais ajouter même qu'on avait atteint un niveau où on faisait même les alliances, même pas pour conquérir forcément le pouvoir, mais pour combattre un homme. On ne combat pas les systèmes, on combat un homme. Mais ça fait partie quand même d'une stratégie pour unir les forces, oui, pour unir les forces et gagner plus d'électorats. Je suis entièrement d'accord. Mais la manière dont c'est fait, ce n'est pas constructif. On détruit, plutôt. On ne construit pas, on détruit. Et on ne propose souvent rien. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Alors, si aujourd'hui, on parle du système partisan et que, tel que la chose évolue actuellement, on a deux blocs, c'est vrai, pour le moment. D'autres, forcément, vont se mettre à jour et vont créer aussi le parti. Et ça ne peut faire que du bien. Parce que les délais d'élections législatives, moi, personnellement, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu cette circulation d'argent qu'on avait l'habitude de remarquer. Personnellement, c'est le constat que j'ai tiré. Mais vous avez évalué? Comment vous avez évalué Non, je n'ai pas... Vous êtes parti des constats sur le terrain. La première évaluation, déjà, c'est que il y a eu beaucoup de menaces par rapport à ces élections, par exemple. Mais pourtant, des gens sont sortis pour aller voter. Déjà ça. Ces gens-là, bon, on ne leur a pas donné de l'argent pour sortir. Oui. Vous voyez un peu ce que je dis. Enfin, on va pas en venir là parce que nous n'avons pas on n'a pas évalué le processus. On ne sait pas si effectivement, bon, on va pas rentrer dans ça. Mais ce qui est important de savoir, est-ce que véritablement on a dit qu'il faut, Ozab a dit tout à l'heure, il faut une idéologie et autres. Est-ce que clairement on sait l'idéologie donc autour de ces partis qui se sont formés? En ce qui me concerne, je suis sûr et certain qu'il y a une idéologie. Moi, je suis progressiste. Vous êtes sûr et certain? Mais oui, vous la connaissez? Bien sûr. Je la connais. Alors, quand on parle de progressistes, déjà, le premier élément, c'est la solidarité. On parle de la solidarité, on parle du travail, on parle de patriotisme. Alors, ici au Bénin, on ne peut pas... c'est vrai que mon frère et ami qui est en face, ils se disent non, ils se disent pas, ils sont. Ils seraient libéraux, ils seraient des libéraux. Mais je retiens juste oui, parce qu'il faut tenter d'inscrire donc dans les courants que nous connaissons et qui sont à travers le monde. Mais donc vous êtes de quel courant si on doit les inscrire dans les courants? Je dirais que si vous n'êtes pas libéral, vous êtes de quel courant? Je suis plus sociodémocrate. Je suis plus sociodémocrate. Mais ici, je dis... Mais on a compris parce qu'à la tête des progressistes, nous avons un ancien sociodémocrate. Donc, c'est lui qui a influencé... Non, pas forcément. Moi, je dis, quand j'ai fini l'université, le premier travail que j'ai fait, c'est l'enseignement. C'est un métier sacerdotal. Vous voyez un peu ce que je dis. Aujourd'hui, je suis dans la peau, n'est-ce pas, d'un opérateur économique. Vous voyez? Et dans... les deux chapeaux que j'ai eu à porter. Un opérateur économique qui s'engage en politique, est-ce que c'est pas pour faire prospérer ses affaires? Non, pas forcément. Mais moi, je me pose la question. Alors, non, pas du tout, pas forcément. Maintenant, je dis, avec ces deux casquettes-là, je me retrouve bien chez le progressiste. La casquette d'enseignant, que je continue pas être, et la casquette d'opérateur économique, je me retrouve bien. Nous allons travailler, mais dans ce travail-là, il faut une certaine solidarité. Il faut un certain soutien. D'ailleurs, quand vous allez voir tous les partis qui sont créés, même au niveau des deux blocs, qui sont aujourd'hui en chose, je vais parler du bloc républicain et du bloc progressiste, vous allez voir que tous ces partis-là sont partis d'abord, n'est-ce pas, à la base de petites organisations de soutien. D'ONG, on crée des petits mouvements et les mouvements au départ, les mouvements au départ sont faits pour soutenir des populations. Vous allez voir comme ça, non, ailleurs c'est pas comme ça se passe. Alors vous allez voir par exemple des gens qui viennent par exemple députés et avant d'aller sur la liste, 2 ans après, ils commencent pas à faire des actions sociales. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je me demande si réellement mes amis d'en face sont réellement des libéraux. Parce qu'avant même de se faire intéresser sur le terrain, il faut partir du social.
C'est ça que je veux dire. À eux de nous le dire et Bon, justement, on va permettre va le permettre de réagir par rapport à ça. Merci. Moi, je dirais simplement, vous savez, l'idéologie libérale est purement capitaliste. C'est très simple à caricaturer. Il faut voir dans notre idéologie qu'il ne sert à rien de donner du poisson tout le temps à son vis-à-vis. Il faut lui apprendre à pêcher. Et lui apprendre à pêcher, c'est le mettre dans les bonnes conditions de création de la richesse par l'ouverture dans les projets et dans les entreprises et au finish, création de richesse par les entreprises, création d'emplois. Et c'est comme ça. Donc, nous ne sommes plus dans la logique des sociaux-démocrates où on peut se dire rester juste là et observer nous allons nous battre pour que les plus fortunés soient ceux-là qui payent plus d'impôts pour qu'on puisse vous redistribuer, mais que chacun puisse aller au fleuve et savoir pêcher. C'est très simple notre idéologie. D'accord, bon, on ne va pas poursuivre dans trop de détails avec les idéologies. On va revenir dans la prochaine émission. Dans la prochaine émission, justement. Et je voudrais vous demander, puisque nous parlons des rassemblements politiques, est-ce qu'il y a des instruments juridiques au Bénin qui encadrent ces rassemblements politiques, Monsieur Apali? Merci pour la question. Il existe effectivement de façon légale des instruments qui encadrent les rassemblements politiques. Nous avons la charte des partis politiques dans lequel il est dit clairement que l'activité politique est menée par les partis politiques, l'animation de la vie politique est menée par les partis politiques et cette animation passe par les rassemblements politiques. Comme un peu plus en avant, je l'ai clarifié, nous avons plusieurs types de rassemblements politiques. Nous avons les rassemblements en période normale et les rassemblements en période électorale. Très souvent, dans notre contexte béninois, d'aucuns pensent que les rassemblements doivent être que d'ordre électoral, ce qui n'est pas vrai. C'est pour cela que je dis, dans le cadre des lois qui régissent les rassemblements, nous avons les rassemblements en période électorale qui sont régis par le code électoral. Dans le code électoral, il y a une période qu'on appelle la période de campagne. C'est dans cette période uniquement qu'on autorise les rassemblements, les réunions électorales. Et dans ces rassemblements en période électorale, nous avons même le code qui stipule que de 23h à 7h du matin, on ne doit pas y avoir de rassemblement politique. Donc, ces rassemblements sont bien encadrés et voilà, il y a le code qui est là, il y a la charte des partis politiques qui encadre et de façon constitutionnelle d'ailleurs, notre constitution dit que l'animation de la vie politique est menée par les partis politiques et cette animation ne peut que passer par les rassemblements politiques. Alors, oui, au-delà des périodes électorales, Monsieur Parfait, oui, je voudrais compléter que... On peut avoir aussi des rassemblements bien politiques sûr, lorsqu'on n'est pas en période... en période électorale. Bien sûr. Je voudrais compléter que le rassemblement, déjà simplement, est consacré par notre droit fondamental, par notre Constitution. Aujourd'hui, je crois que depuis le vote du Code pénal, en son article 238, je crois, le nouveau Code pénal, en son article 238, le Code pénal qui est voté en juin 2018, il y a eu encore d'autres précisions qui sont apportées à tout ce qui est rassemblement au Bénin. Au-delà, n'est-ce pas, de l'aspect électoral dont il a parlé, oui. Il y a que au Bénin, tout rassemblement, politique ou pas, c'est déclaratif. Ça a un caractère déclaratif. Maintenant, celui qui est préfet, en fonction, n'est-ce pas, des périodes, le préfet ou le maire peut décider d'interdire ou d'autoriser un rassemblement, en fonction, n'est-ce pas, de la période. Et donc, je vais dire que c'est fondamentalement notre constitution déjà qui nous donne ce pouvoir-là aux Béninois de le faire. Mais il y a d'autres lois qui sont venues encadrer, sinon préciser
comment il faut se rassembler, pour quand est-ce qu'on peut le faire et comment on peut le faire, dans quel ordre on peut le faire. Parce que tout rassemblement demande quand même un certain cadrage. Vous ne pouvez pas vous lever et mettre dans la rue, par exemple, 1000 personnes sans prendre aucune précaution. Il faut aller voir la police pour encadrer ces gens-là. Parce que s'il y a pour éviter des débordements. Les débordements, c'est vous qui serez responsable. Donc, en fonction, n'est-ce pas, de la sensibilité des périodes aussi, les autorités, malgré que la loi est là et nous donne l'autorisation, peuvent l'interdire. Voilà, pour encadrer. Alors, ailleurs, avec l'avancée des technologies de l'information et de la communication, les rassemblements politiques ne sont plus que physiques. Et les rassemblements politiques s'étendent aux médias sociaux. Est-ce que vous pensez que cette expérience peut réussir au Bénin? Bien sûr, ça réussit déjà. Déjà, quand vous prenez tous les partis qui sont là aujourd'hui, oui, dans chaque parti, quand je prends par exemple le Parti républicain, je suis certain que les forats qu'ils ont sont peut-être 2000. Est-ce qu'au sein de ces partis-là, vous avez souvent des plateformes là pour échanger Bien sûr, c'est ce que je dis. Avec vos militants. Oui, bien sûr. Au niveau des progressistes. Et ça permet de rassembler aussi. Oui, on en a aussi. On a des forums sur lesquels on discute beaucoup. Et ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, où on échange beaucoup. Et on informe, on éduque. On partage des lois et actions du gouvernement qui est en place. Parfois, nous pouvons apporter des critiques par rapport à telle ou telle action ou à faire des suggestions par rapport à ça. Non, je pense que ça évolue plutôt bien chez nous aussi. Okay. Alors, Ozoa, dites-nous, pensez-vous que le Bénin arrivera avec les partis politiques à rassembler indépendamment des origines, de l'ethnie, de la provenance ethnique et des intérêts personnels? Est-ce qu'on peut y parvenir? Le Bénin est déjà arrivé avec... Non, mais on n'a pas évalué encore. Non, mais quand vous dites que vous n'avez pas évalué... Il arrive progressivement, peut-être. Non, on est déjà dans les faits. Donc, il ne faudrait plus qu'on puisse douter un instant de est-ce qu'on va y arriver. Vous avez aussi espoir? Oui, j'ai espoir parce que c'est fait, c'est déjà fait. Alors, comme vous voyez, par exemple, au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, quand vous prenez le bloc républicain comme le bloc progressiste, ils ont des députés partout. Ok. Nous avons compris, donc on partage donc cet espoir. Chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin donc ce dimanche 16 juin 2019 de votre émission Savoir Politique en 52 minutes avec nos invités Parfait Goum et Oswald Akbali. Nous avons échangé sur le thème rassemblement politique au Bénin, leçon apprise. Nous avons retenu que pour réussir un rassemblement politique, il faut bien s'organiser, il faut bien donc la préparer, avoir un discours accrocheur et bien la médiatiser et en conformité avec donc la loi. Prenons le rendez-vous du prochain numéro dans 2 semaines. Mais en attendant, vous pouvez suivre en nouvelle diffusion ce numéro dimanche prochain de 18h à 19h. N'oubliez surtout pas de rattraper les anciennes éditions de l'émission sur la chaîne YouTube du CESPO en tapant CESPO Média dans YouTube. À l'animation ce jour, Alain Tosnon et Fontaine Noutani. Bonsoir chez vous.